Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, balade à l'autre bout de la France et plongeons dans l'histoire. On vous emmène en Charente où étaient réfugiés de nombreux Mosellans durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 4 invités qui ont participé à un voyage mémoriel à Chasseneuil et au Radour-sur-Glane qui vont me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Et puis Marie et Guillaume étaient aussi du voyage. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir nous raconter vous aussi vos impressions. Mais on commence cette émission avec l'actu. Les salariés de l'entreprise Albert Goos à Sarrebruck sont en grève depuis presque une semaine. Uranie Tozic est sur place pour nous en dire plus. Uranie, bonjour. Bonjour Julia. Tu es en direct. Est-ce que tu peux un petit peu nous faire le point sur la situation, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, depuis jeudi dernier, en fait, l'usine Albert Goos qui fabrique des moteurs, en fait, des blocs moteurs, à Sarrebruck, elle est à l'arrêt. Alors, parce que les ouvriers font grève pour plusieurs raisons. La première, et pas des moindres, ils ont peur d'une fermeture de l'usine. Alors, il faut savoir qu'en janvier dernier, cette usine a été rachetée par la société Prevent, et depuis, les tarifs n'ont pas cessé d'augmenter. C'est pourquoi leurs clients, comme par exemple Volkswagen, Mercedes, Opel ou encore General Motors traînent de plus en plus les pieds pour travailler avec eux. Donc, des pertes de contrats se font sentir. Il faut savoir aussi que la société Prevent a tendance à délocaliser ses usines. Donc, c'est une crainte qui s'ajoute encore pour les salariés. Et en dernier point, il y a un plan de licenciement dans l'usine, c'est-à-dire que 300 ouvriers devraient être licenciés sur 1500. Alors, certains d'entre eux sont travailleurs frontaliers. Tu auras l'occasion de t'entretenir avec l'un d'entre eux tout à l'heure. Voilà en tout cas pour la situation actuelle. Eh bien, merci beaucoup Uranie, merci aussi à Valentin Apt et à Magali Rafflenboyle qui sont avec toi, mais de l'autre côté de la caméra. Et on refait appel à vos services dans quelques instants donc. Mais on regarde d'abord le tour d'horizon, l'actu du secteur en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Albert Goos à Sarrebruck, 1500 salariés craignent pour leur emploi. Après l'annonce de la fermeture du site Leipzig, qui comprend 800 salariés, l'étau se resserre sur le sous-traitant automobile sarrois. Albert Goos subit le conflit qui oppose le nouveau propriétaire slovène Prevent et le principal client Volkswagen. Les salariés de la fonderie sont mobilisés jusqu'à minimum la semaine prochaine. Le groupe Continental signe un partenariat avec le Tour de France. Une série spéciale de 128 pneus a été fabriquée sur mesure par l'usine de Sarreguemines. Les voitures de la flotte organisatrice du Tour en seront équipées pendant 5 ans. Une fierté pour tous les salariés qui ont participé à leur création. Après les baguettes et les pizzas, la saucisse arrive dans les automates. De l'autre côté de la frontière, à l'entrée de l'usine de charcuterie Schröder à Saarbrücken, cet automate peu commun est ravitaillé chaque jour en produits frais. Une idée qui marche et qui va sans doute s'exporter en France. Le coût d'un automate est de 15 000 €. Sarreguemines, prêt pour son 27e festival de la Saint-Paul. 3 jours de fête au rythme des arts de rue, spectacles en continu, concerts, fanfares, déambulations visuelles et quelques surprises. L'accès est gratuit, 40 à 50 000 personnes sont attendues ce dernier week-end de juin. Activité estivale pour vos enfants, inscription aujourd'hui et demain pour les tickets Sport Culture. Plus d'une trentaine d'activités sportives et culturelles est proposée. Chacune peut accueillir 10 à 20 enfants. Cette année, la Casque s'est associée à la mairie de Sarreguemines. Le service informatique a pris en charge les inscriptions au Casino des Faïenceries pour réduire le temps d'attente. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, on fera face à une petite dégradation temporaire. Un front froid et peu actif traverse nos contrées. Il va essentiellement apporter des nuages, ce qui va engendrer une baisse des températures. Elles oscillent entre 13 et 16 degrés au réveil, mais ne dépassent plus les 20 à 23 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le jeudi 21 juin, nous fêtons les Rodolphes. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie.
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et on retourne en duplex à Sarrebruck. Claude Muller, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Ouais. Alors, vous êtes en direct sur Mosaïque. Je voudrais que vous me disiez un petit peu quelle est la situation. La grève continue jusqu'à quand? À la grève, pour l'instant, il n'y a pas de date définitive, étant donné qu'ils vont aller en réunion cet après-midi avec la direction. Et donc, ils vont présenter les différents plans qui sont à faire. Et puis, bon, tout dépend du résultat de la réunion cet après-midi à 15 h. Pour vous, quelles sont les revendications les plus importantes? Déjà qu'on ait un avenir assuré. Et si ce n'est pas le cas, donc si l'avenir n'est pas assuré ici à Brebach, comme à Leipzig, je pense qu'on devrait avoir des garanties par rapport au niveau du plan social, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on garde un peu d'argent ici pour éventuellement, si ça doit fermer dans les 2-3 années à venir, qu'il y ait un petit reste pour nous, quoi. Et est-ce qu'il y a un impact particulier pour les frontaliers? Est-ce que ça change quelque chose dans ces cas-là d'être un travailleur qui vient de France? Non, ça ne change pas, parce que étant donné que la plupart des travailleurs frontaliers sont aussi IGM, donc ils sont syndiqués IGM, donc ça ne change pas grand-chose, on est sous le régime allemand, et puis donc on continue comme ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, vous êtes maintenant dans une grève qui commence à s'inscrire dans la durée. Est-ce que ça ne comporte pas un risque pour l'avenir de l'entreprise par rapport à la confiance des clients, par exemple? Bien sûr, parce qu'étant donné que la production ne tourne plus à 100%, donc il y a à mon avis, il y a des bandes de production chez Volkswagen, comme chez Deutz, comme dans d'autres entreprises qui risquent de s'arrêter, quoi. Parce qu'une voiture sans moteur a du mal à fonctionner, quoi. Est-ce que vous espérez que ça sera possible de sauver le site à l'avenir? J'espère de tout mon cœur, déjà rien que moi j'ai 56 ans, je suis quand même plus de la retraite que certains jeunes là-dedans qui ont 30, 25, 40 ans. Donc moi c'est surtout pour les jeunes que j'espère qu'il y a un avenir certain ici. Eh bien, on tiendra nos téléspectateurs informés de l'évolution de la situation. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct. On va maintenant se rendre dans une entreprise de Sarreguemines où tout roule. Le groupe Continental a signé un partenariat avec le Tour de France pour 5 ans. Et pour l'occasion, l'usine de Sarreguemines a produit une série spéciale. 128 pneus qui ont été fabriqués sur mesure. Ils vont équiper les voitures de la flotte organisatrice du Tour de France. Et c'est bien sûr une fierté pour tous les salariés qui ont participé à leur création. Témoignage du chef de projet Nicolas Malandin. Ces pneus sont en train d'être vulcanisés. Jusque-là, rien de plus normal. Mais ce ne sont pas n'importe lesquels. Ils font partie de ceux qui seront utilisés pour équiper les voitures de l'organisation du Tour de France. Sarreguemines a été choisi parce que notamment on a cette dimension en production qui convenait. Donc c'est un 235-45-18 PC6, donc c'est le haut de gamme de chez Conti. En même temps, c'est pour les pneus du Tour de France, on a choisi une usine française pour la production de ces pneus. Des pneus premium donc, classés ultra haute performance, il s'agit de la dernière gamme sortie chez Continental. Des pneus que l'usine a l'habitude de produire, mais pour cela, la méthode est un peu différente. Le cheminement, effectivement, il est vraiment pas standard. En fait, ce qu'on a essayé d'éviter tout au long du process, c'est que la vulcanette, donc le marquage sur le pneu, ne touche jamais les convoyeurs. Et si vraiment on ne pouvait pas, à ce moment-là, on avait des opérations manuelles qui devaient être faites pour vraiment que le marquage soit impeccable quand on va livrer les pneus. Et pour garantir à 100% que ce marquage spécial ne s'abîme pas, les pneus sont recouverts d'un film épais après l'inspection. Toutes ces étapes ont réquisitionné du personnel supplémentaire. On a eu une personne en plus pour toute la durée de la vulcanisation. Et ensuite également, il y a eu 4 personnes de Hanovre qui sont venues pour aider, superviser, expliquer comment il fallait poser la vulcanette dans le moule. Et oui, ce marquage effectué grâce à la vulcanette est une technique extrêmement rare. Pour permettre l'affichage du logo en orange, il faut appliquer une nouvelle vulcanette à chaque cycle en vulcanisation. Ils sont ensuite envoyés manuellement à l'inspection, une fois de plus, pour ne pas les abîmer. Près de 3 semaines ont été nécessaires à leur fabrication, 120 d'entre eux seront envoyés au siège à Hanovre qui se chargera de les envoyer pour le montage sur les voitures. Il y a une certaine fierté de notre côté de pouvoir dire voilà, on va voir nos pneus cet été sur les routes du Tour de France, on va pouvoir les reconnaître et se dire voilà, ceux-là ont été faits à Sarreguemines. Pour moi, c'est une satisfaction personnelle également parce que je suis cycliste moi-même. Tout ce qui est Tour de France, etc., c'est une grande course que j'aime bien suivre également. Donc c'est aussi une satisfaction personnelle de pouvoir organiser au niveau usine la production de ces pneus-là.
Et départ du Tour de France le 7 juillet. Le week-end précédent, donc les 29-30 juin et le 1er juillet, rendez-vous absolument au centre-ville de Sarreguemines. Le Festival de la Saint-Paul revient pour sa 27e édition. Au programme, 3 jours de fête au rythme des arts de rue où public et artistes vont se rencontrer. Uranie Tozic et Marie Luff nous dévoilent une partie de cette riche programmation. 27 ans et toujours aucune ride. Le Festival de la Saint-Paul sait se renouveler, son affiche est moderne, attire l'œil, la ville a déjà posté sur Facebook des teasers de certains artistes programmés. Et cette année, c'est une première, plusieurs personnes sont mobilisées pour alimenter les réseaux sociaux en live. Bref, une campagne de communication conséquente qui devrait attirer du monde dans les rues et notamment les jeunes. Même quand ils ont quitté Sarreguemines depuis un moment, ou la région de Sarreguemines, ils se donnent rendez-vous à la Saint-Paul. On le constate entre autres sur les réseaux sociaux et on voit au nombre de likes, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, eh bien que les jeunes disent « ouais super, on se retrouve ». Et ça nous fait grand plaisir. Spectacles en continu, concerts, fanfares, déambulations visuelles et même des ateliers de poterie. 40 à 50 000 personnes sont attendues lors de ces animations gratuites, avec une nouveauté importante. On fait commencer ce festival des arts de rue le vendredi soir avec une inauguration à 18h30 sur la place du marché et avec une déambulation. C'est la troupe Batacuda de Sarre-Union qui lancera le départ des festivités. Le point d'orgue sera samedi avec un spectacle pyrotechnique nocturne sur le parking de l'Hôtel de Ville. Il s'agit de la nouvelle scénographie de la compagnie Les Commandos Percus, des artistes bien connus du public. Cette compagnie qui vient du sud de la France et qui est réputée au niveau international. En plus, le metteur en scène de cette compagnie vient de Hambar, c'est un enfant du pays. Et puis il aime revenir ici dans sa famille et puis nous proposer ces nouveautés en fait. Et puis c'est vraiment un travail de fond qu'ils font et c'est un spectacle extraordinaire. Bien d'autres seront présents comme la compagnie des frères Jacquard, le groupe Clint East Groove ou encore la compagnie sarregueminoise C'est pas nous. Environ 60 000 € ont été investis cette année. Le budget est constant par rapport à l'année dernière, malgré une programmation sur 3 jours, du 29 juin au 1er juillet. Quand le slam réconcilie les jeunes avec la langue française. C'est le pari réussi du collège Jean Jaurès à Sarreguemines. Les élèves de 12 à 15 ans qui sont scolarisés dans la classe Ulysse se sont plongés dans le slam, un travail qui les a amenés à écrire leurs propres textes et à les interpréter devant un public. Thomas Drouin a assisté à la représentation. Ils s'appellent Brenda, Morgane, Varol, Anaïs et Yasmine, Mel, Léo, Lucas et Lucas, Marco, Kevin, Dounia, Gwenel et David. Ce sont les 14 élèves de la classe Ulysse du lycée Jean Jaurès, une classe d'intégration scolaire proposant un apprentissage et des enseignements adaptés. Et cette classe Ulysse a fait un beau voyage puisqu'elle est allée voir Grand Corps Malade en concert. Le début d'une odyssée dans la langue française avec au gouvernail leur professeur Magali Wesslinger. Ils ont étudié la structure, les rythmes et les rimes du slam pendant leurs heures de français. Les élèves se sont ensuite inspirés des textes de Grand Corps Malade pour écrire les leurs, d'abord en les imitant, puis en s'en détachant peu à peu. Ce sont ces créations qu'ils ont interprétées devant leurs parents lors d'une soirée tout simplement appelée Ulysse en poésie. Maël, qu'est-ce qui rime avec France? C'est l'enfance, c'est la défense, c'est quand il s'élance, c'est la chance, c'est les vacances, c'est le silence. Chaque jour, on donne la parole aux internautes. Le thème du dossier de la semaine a inspiré la question. Regardez. Le mois dernier, des élèves sarregueminois se sont rendus en Charente pour un voyage mémoriel dans les villages qui ont accueilli leurs ancêtres durant la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prêts à en faire de même en accueillant des réfugiés chez vous? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie, visiblement, la question n'a pas forcément été bien comprise. Alors déjà, le terme réfugié a été mal compris par nos internautes. On ne faisait pas référence spécifiquement aux Libanais, aux Syriens, aux Irakiens. On parlait des réfugiés de manière générale. Et on faisait aussi référence aux Français si une situation semblable à la Seconde Guerre mondiale venait à se reproduire. Et alors du coup, quelles ont été les réactions de nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque ?
Alors on a eu énormément de réactions. Beaucoup de personnes trouvent la comparaison improbable, mais comme toutes les questions du jour, en fait, on part d'une actualité et on fait une extrapolation. En l'occurrence, on part du voyage en Charente par les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Parmi nos internautes, certains sont très clairs. Hors de question d'accueillir les réfugiés comme Laetitia, Francky ou Corinne. Pour eux, c'est totalement impensable. Les raisons qui justifient leur choix sont souvent balayées par des commentaires cyniques à l'encontre du gouvernement et d'Emmanuel Macron, comme Steve, qui propose de les accueillir à l'Élysée. Rassure-moi, il y a quand même des réponses favorables. On a Christiane qui explique que son mari est né en Charente et qui rendre l'appareil serait tout à fait normal, selon elle. Mais la réaction est là encore contrebalancée par certains internautes qui fustigent l'accueil des Mosellans en Charente, notamment Thierry et Isabelle qui se sont entretenus avec des anciens. Je cite, « Les anciens m'ont parlé de l'accueil qu'ils ont reçu en Charente à l'époque. Cela paraît tout beau aujourd'hui, mais à l'époque, ce fut visiblement bien différent. » Ou encore, je travaille chez les personnes âgées et ils m'ont raconté des histoires qui m'ont fait froid dans le dos. On tient à préciser quand ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, les Mosellans parlaient allemand, donc la situation pouvait prêter à confusion dès le départ. Ok, alors la Charente, on va en parler parce que justement la Charente, tu y étais avec Guillaume. C'était en plus très symbolique parce que vous y étiez la semaine du 8 mai. Avec du coup encore une portée supplémentaire et vous en êtes revenu avec énormément d'images. On va profiter de cette émission pour essayer d'en voir un maximum. Première question pour toi Guillaume, est-ce que tu te sens l'âme d'un reporter de guerre du passé ? Plus ou moins, oui, reporter de guerre. C'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion de partir une fois avec Sainte-Chrétienne. On était parti sur les traces en fait, du nazisme depuis le début, Nuremberg, là où aussi il y a eu le procès à la fin, bien sûr. Et on était parti jusqu'à Auschwitz. Et c'est vrai que ce côté-là, historique, m'intéresse énormément. Et oui, reporter de guerre, mais de guerre passée, qui peuvent nous apporter des enseignements pour comprendre le monde aujourd'hui. Alors du coup, dans ce voyage en Charente, vous avez tous les deux été quelque part nos envoyés spéciaux bénévoles, hein, faut le préciser. Vous étiez hyper motivés, vous êtes partis sur votre temps libre. Vous aviez quel regard en partant, Marie ? Alors moi je m'attendais à un voyage mémoriel classique et j'ai été particulièrement touchée par l'accueil des Charentais, la disponibilité. J'ai aussi été touchée par le sérieux, la concentration des jeunes qu'on a accompagnés. Oui, je partage cet avis-là. C'est vrai que c'était des moments forts, notamment aussi la visite du site d'Oradour. Donc on a vu des images, des vidéos. On s'imagine qu'effectivement on va avoir beaucoup de ruines, on aura beaucoup de peine. Et c'est vrai que là en plus on a eu la chance de discuter avec le dernier survivant du massacre qui nous a fait vivre comment il a vécu le massacre de l'intérieur. C'était des moments extrêmement poignants. Ouais. Donc des moments très forts et puis l'occasion de constater sur place que les habitants de Chasseneuil sont toujours aussi accueillants. C'est ça. Et puis on avait tous les deux la distance par le fait qu'on filmait, donc on était dans notre rôle. Mais comme le disait Guillaume, en fait, on est des êtres humains et on ne pouvait pas être insensible à la générosité et puis au discours notamment de Robert Ebras, parce qu'on a eu de la chance. Quand on visite Oradour-sur-Glane, on n'a pas l'occasion de le visiter, le village martyr avec le maire et de rencontrer le dernier survivant et d'écouter son témoignage. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir dévoilé vos impressions. Dans un instant, c'est au tour d'Hubert Siebenschou, Sébastien Marchal, Arnaud Schlippi et Loïc Godvalès de témoigner. À tout de suite. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de Rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet.
Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ces solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Pour souder la relation client, une partie de Molki est tout à fait indiquée. La scène se déroule sur le site des Laurentides à Lemberg. La société A4A3 Bureautique expose ses dernières innovations et présente son savoir-faire. Le but est de rencontrer les clients et clients en devenir dans un cadre convivial en phase avec la philosophie de l'organisateur qui veut préserver un contexte humain dans un univers technologique en pleine mutation. Nous commercialisons un produit qui est sans cesse en pleine évolution. Par ailleurs, moi j'ai connu donc les photocopieurs qui sont devenus des imprimantes puis des scanners. Et à ce jour, on nous annonce donc des plateformes de communication avec le cloud. Voilà, nous sommes en pleine ère du numérique. Qui dit numérique dit aussi dématérialisation, archivage électronique, coffre-fort numérique, circuit de sécurisation des données. A4A3 Bureautique offre également des solutions de logiciels pour la gestion d'entreprise. Ce qui nous a conquis, c'est d'avoir une offre de location, un service de maintenance très disponible. Et puis on a la possibilité aussi de changer régulièrement de matériel, ce qui nous permet d'être à jour en matière de technologie. On est très satisfait, c'est-à-dire qu'on puisse même faire des banderoles qu'on prenait ailleurs, qu'on pourra faire chez nous. Donc c'est quelque chose d'innovant pour nous et très satisfaisant. Et au niveau du coût, très intéressant. A4A3 Bureautique, société créée par Hervé Gaspard et Antoine Calimera en 2006, est une filiale du groupe Sequoia. Le siège est à Metz. Elle dispose d'une agence commerciale à Nancy et à Sarreguemines. Les solutions d'impression professionnelle de haute technologie, c'est leur métier. Notre devise à A4A3 Bureautique, être au plus proche des clients et avec la joie de vivre et de l'enthousiasme. Voyage mémoriel en Charente, c'est tout un symbole pour les Mosellans et en particulier pour Hubert Ziebenschuh, Sébastien Marchal, Arnaud Schlippi et Loïc Godveles qui sont sur le plateau de Mosaïque pour témoigner. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Alors avant de dévoiler vos réactions, je vous propose de regarder un premier reportage pour plonger dans le vif du sujet. À 33 km d'Angoulême, Chasseneuil-sur-Bonnieure. C'est ici qu'au mois de septembre 1939, des trains entiers d'habitants de Sarreguemines sont arrivés. La Seconde Guerre mondiale venait juste de commencer et ils ont été contraints de quitter leur maison et la Lorraine avec 30 kg de bagages chacun pour ne pas figurer parmi les victimes civiles du conflit. Dans son livre, José Delias indique que 2826 habitants de Sarreguemines sont ainsi arrivés à Chasseneuil, un nombre important de réfugiés qu'il a bien fallu héberger. J'avais un frère, j'avais une sœur, et puis moi, on était déjà les trois enfants. On a reçu un professeur de sténo, qui était Madame Irène Verte, de Sarreguemines. Puis les pièces n'étaient pas très grandes, mais enfin moi je lui ai laissé ma chambre. Elle a terminé professeure ici au collège. Après la méfiance des débuts, Charentais et Mosellans apprenaient peu à peu à se connaître et à s'apprécier. Les Sarregueminois parvenaient même à trouver du travail sur place. La plupart des réfugiés a quitté la Charente pour revenir chez eux après la signature de l'armistice le 22 juin 1940 entre Hitler et Pétain. À leur retour, ils constateront avec dépit que leur région n'est plus la leur et qu'elle a été germanisée. Plusieurs décennies plus tard, au début des années 2000, à l'initiative des anciens élèves de l'école de Chasseneuil, des démarches sont entreprises pour retrouver leurs camarades de classe sarregueminois de 1939-1940 et elles aboutissent. Les premières retrouvailles s'effectuent en octobre 2000 et depuis cette date, tous les 2 ans, soit les Chasseneuillais se déplacent à Sarreguemines, soit les Sarregueminois vont à Chasseneuil. On est restés amis, on se voit encore assez souvent malgré la distance de Sarreguemines ici. Dans une ambiance toujours conviviale, Charentais et Mosellans échangent sur leur vie quotidienne. Eh bien, incroyable, mais vrai, on ne parle plus du temps de la guerre, ça ne nous intéresse plus, finalement. C'est du passé, n'en parlons plus. Le problème que l'on a maintenant, c'est que cette population d'élèves vieillit
et donc devient inapte à de grands voyages. Et notre souci, c'est de trouver des moyens de remplacement pour perpétuer ces échanges. Donc voilà, ça se fait par d'autres biais, par la municipalité, les deux municipalités, celle de Sarreguemines et de Chasseneuil. Donc on a des liens maintenant entre élus. Dans le cadre de ces relations, Sarreguemines a donné le nom de Chasseneuil-sur-Bonnieure à une rue qui se trouve à proximité de la gare, comme un clin d'œil à l'histoire. Quant à Chasseneuil, elle a donné à un square les noms des deux maires qui dirigeaient les deux communes à l'époque de l'Exode. Les relations entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Sarreguemines, indirectement, vous contribuez tous les quatre à les entretenir. Sébastien Marchal, est-ce que c'était important pour l'institution Sainte-Chrétienne de participer à ce voyage mémoriel ? Tout à fait, puisque depuis de nombreuses années maintenant, l'école Sainte-Chrétienne s'inscrit dans le cadre de ce devoir de mémoire. Et quand M. Schlippi et M. Zibenchou sont venus me voir pour lancer ce projet, j'avais aucun doute pour accéder à ce projet et faire vivre à nos élèves surtout. Arnaud Schlippi, vous êtes un habitué aussi de ce type d'action. Vous étiez coordinateur en quelque sorte de ce projet en tant que professeur d'histoire géo à l'institution Sainte-Chrétienne. Mais il se trouve que vous êtes aussi un membre actif de l'association du Souvenir français. Pour vous, emmener vos élèves en Charente, est-ce que c'était quelque part leur montrer l'histoire ? Comme à chaque fois, depuis une bonne vingtaine d'années, on va sur le terrain, on leur montre des choses. L'histoire, ça ne se passe pas à travers le bouquin, ça se passe au-delà. Et tout le temps qu'on pourra, avec la FNDRP, travailler comme ça, on continuera à le faire. Voilà. Parce que Loïc en a un témoin. Mais justement, Loïc, on va lui demander de témoigner. Alors toi, donc, tu es à la fois élève à l'institution Sainte-Chrétienne et puis membre du CMJ de Sarreguemines, le conseil municipal des jeunes. À tes yeux, pourquoi c'était important de participer à ce voyage ? C'était important avant tout pour se mémorer ce qui s'est passé durant la guerre mondiale, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, qui ont été vraiment horribles, je trouve. Donc on se souvient mieux de ce qu'on a vu que de ce qu'on a lu dans un manuel d'histoire, c'est ça, Hubert Zibenchou, vous êtes le secrétaire départemental de la FNDIRP Moselle, donc la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. Vous êtes même trésorier au niveau national, c'est ça. Pour vous, emmener comme ça les collégiens sur les traces de l'histoire, je suppose que ça a encore plus une importance toute particulière. Tout à fait. Il faut dire que la FNDIRP, depuis 1945, elle s'inscrit surtout dans le devoir de mémoire et de vigilance. Depuis ce temps, la FNDIRP a fait beaucoup d'actions dans ce sens. Actuellement, ça fait depuis une dizaine d'années que je milite dans ce domaine de la mémoire. J'avais d'ailleurs, à une certaine époque, fait venir des déportés à l'Institut Sainte-Chrétienne pour faire des témoignages. Et puis, on a également fait un témoignage spécifique d'un déporté mosellan. Malheureusement, ce déporté était décédé, mais il a laissé son témoignage. Et puis, d'un autre côté, nous avons, avec le Souvenir français, fait pas mal déjà de voyages mémoriels. Le dernier, en l'occurrence, c'était sur les traces de Jean Moulin. D'accord. Et puis donc, ce voyage, c'est peut-être aussi l'occasion d'afficher les logos au niveau organisation, soutien, etc. Ça s'est passé comment ? Qui est à l'origine de tout ça ? Qui a soutenu tout ça ? Nous avons serré beaucoup de mains. Non, mais parce qu'on voit par exemple le logo de la ville de Sarreguemines, le logo de la région Grand Est, le logo de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, du conseil départemental de la Moselle, de l'UCS, donc l'Union des commerçants de Sarreguemines. On voit le Souvenir français, après... Pardon ? Le Volksbund aussi. Ah oui, et le dernier, c'est celui de la
Celui des déportés, oui. Ok, comme ça on les a tous cités, oui. Et c'est aussi l'occasion de les remercier parce que c'est aussi grâce à eux si à travers ce voyage mémoriel, les collégiens et d'ailleurs l'ensemble des participants ont pu voir l'histoire et vous allez le constater par vous-même en images. 21 mètres de haut, un poids de 2000 tonnes. Érigé sur une colline de Chasseneuil-sur-Bonnieure, le mémorial de la Résistance célèbre la mémoire de ces hommes et de ces femmes courageux qui ont lutté contre l'occupant durant la Seconde Guerre mondiale. Un travail de sape, de harcèlement, de sabotage, effectué au péril de leur vie contre les Allemands, mais aussi contre les collaborateurs français. Certains d'ailleurs sont morts en luttant pour la patrie, comme en ce jour funeste du 8 mai 1944, où 33 jeunes âgés de 18 à 51 ans ont été fusillés. Parmi eux se trouvait le sarregueminois Edgar Lostetter. Générosité, idéal, courage, vaillance, abnégation, désintéressement personnel, voilà les vertus qui les guidaient. Ils furent nobles, ces grands hommes et femmes de la Résistance, qui fut une entreprise audacieuse et efficace. Elles furent nobles et grande, les forces françaises libres. 73 ans après la capitulation du Reich, la délégation sarregueminoise a profité de son voyage en Charente pour participer à une cérémonie commune au pied du mémorial de la Résistance avec les habitants de Chasseneuil. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne étaient forcément impressionnés en découvrant les 2255 sépultures de soldats et de résistants alignées autour du monument. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui reviennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. C'est important de se souvenir de tous ceux qui ont combattu, qui sont morts pour nous, pour qu'on puisse maintenant être heureux là, ici en France, qu'on soit libre. Nos jeunes de Sarreguemines ont été vraiment d'une tenue irréprochable et parfaite. Ils ont aussi profité de leur séjour à Chasseneuil pour visiter la maison de la Résistance René Michaud, qui conserve des souvenirs du maquis Bir Hakeim, composé de résistants qui menèrent la vie dure aux Allemands de 1943 à 1945. Ils participèrent notamment à la libération d'Angoulême le 1er septembre 1944. Sur place, la délégation sarregueminoise a été impressionnée en faisant la connaissance d'un vétéran du maquis, en pleine forme, malgré ses 97 ans. À Vibrac, les élèves ont découvert le destin tragique d'une figure de la Résistance. Il s'appelait Claude Bonnier et avait été envoyé par Londres en 1943 pour organiser les maquis du sud-ouest de la France et préparer les opérations de sabotage en vue du débarquement. Il fut parachuté ici, à Vibrac, en profitant du reflet de l'eau du fleuve Charente pour se situer. Claude Bonnier, alias Hypoténuse, son nom de résistant, a été donné par un informateur, puis arrêté par la Gestapo. Il préféra se donner la mort plutôt que de fournir des informations à l'ennemi. Autre martyr de la Résistance, Charles Reichenmann, natif de Saint-Louis-les-Bitches. Résistant du premier jour, il a formé en 1942 un groupe de combattants composé de prisonniers évadés ainsi que de Lorrains et d'Alsaciens réfugiés dans la région de Tarbes. Agent secret, il a dirigé le réseau Revers qui a réceptionné beaucoup de parachutage, d'armes et de munitions. Arrêté à Angoulême le 10 mai 1944, Charles Reichenmann est exécuté en août 1944 à Buchenwald. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Ce qui m'a ému, c'est qu'on est, ou troublé plutôt, c'est qu'il y a juste une petite plaque dans une rue et que cette petite plaque, tout le monde passe à côté et personne ne fait attention et finalement c'était un résistant, c'était quelqu'un un héros de la guerre et qui doit donner des leçons à notre jeunesse. Une cérémonie d'une grande solennité s'est également déroulée devant la gare d'Angoulême au monument de la déportation. Il a été construit avec du granit extrait par les déportés du camp de concentration du Struthof, situé en Alsace.
À côté de ce monument se trouve une stèle à la mémoire des 927 républicains espagnols réfugiés en Charente et déportés vers le camp de concentration nazi de Mauthausen. La plupart seront exterminés. Il y avait une particularité aussi au sein des participants à ce voyage dont on n'a pas parlé dans les reportages, c'est que parmi les participants, vous aviez des Allemands avec vous. Oui, alors, vas-y. Donc il y avait un représentant, effectivement, un ressortissant allemand, donc M. Siebenschou, je vous laisse Parce que ça change beaucoup, ça apporte une dimension supplémentaire en fait. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que le Volksbund, c'est l'équivalent du souvenir français allemand. Donc il était tout à fait logique qu'ils participent. Ils ont donc pu participer à toutes les manifestations avec l'accord de l'ensemble des maires des communes. Donc, moi, ce qui m'a plus marqué là-dessus, bon, M. Carsten Boos, pour ne pas le nommer, justement, qui nous a accompagnés pendant tout le déplacement, systématiquement, avec l'autorisation des communes, parce que sur place, c'est encore assez vif, il n'a pas de souvenir, ils ne sont pas arrivés au même niveau que nous sommes ici, où il y a une mémoire franco-allemande qui se met en place, de la mémoire franco-allemande qui se met en place. Là, c'est un peu plus nouveau. Là, on est en France de l'intérieur, on va dire. Et donc, M. Boos, on a systématiquement déposé une gerbe aux couleurs franco-allemandes, nos deux associations. C'était le deal sur place. Ça s'est très, très bien passé, y compris au Radour. Et moi, là où comme j'ai dit à Hubert, on a fait un grand pas, c'est lorsque vous voyez tout à l'heure sur la vidéo à la plaque Reichenmann, la plaque quand même d'un déporté, mort en concentration, M. Boos chante la Marseillaise avec nous. Alors, bon, ce n'est pas son hymne national d'origine. Donc là, je dis vraiment. Et puis, par ailleurs, il faut souligner qu'on est aussi une école internationale, avec la section internationale. Et là, je passe la parole à M. Marchal. Parmi les élèves, il y avait des jeunes Allemands ou franco-allemands, je suppose. Oui, donc symboliquement, c'était quelque chose de très fort, forcément, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais on n'a pas ressenti d'animosité à l'égard de ces élèves à aucun moment. Au contraire, c'était des élèves parmi les autres. Et du coup, tout s'est très bien passé et on vécu ça au même titre que les élèves français qu'on a dans notre établissement. Et puis bien préciser que c'est aussi tous des gamins, voilà, c'est sorti, tous des jeunes de la 6e à la première, tous des volontaires. C'est-à-dire que ça n'a pas été, voilà, t'es désigné parce que ton père vient, etc. Non, c'est tout, c'était la démarche. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont dit qu'ils venaient et après, c'était eux qui ont été voir leurs parents en disant voilà, ça serait bien si vous pouvez nous encadrer avec les copains et les copines, etc. Oui, parce qu'évidemment, pour emmener autant d'élèves, il vous fallait des encadrants, il vous fallait de l'aide, et donc vous avez réquisitionné des parents, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que pour nous, c'était important de convier les parents à ce projet, puisqu'on sait très bien que je dis toujours qu'on a un objectif commun, c'est la réussite des enfants, et pour que les enfants réussissent, on a toujours besoin des parents et de l'école. Et donc pour ce projet, on avait aussi besoin d'eux pour nous accompagner. Et puis, quelque part, le retour qu'on a de ces parents, c'est... Ils ont vécu ça au même titre que les enfants, c'est-à-dire émotionnellement c'était quelque chose de très fort et pour nombre d'entre eux n'avaient jamais été sur ces lieux de mémoire, donc ils ont aussi participé à ce devoir de mémoire aussi quelque part. Loïc, c'était de la découverte totale ? Non, j'ai fait plusieurs cérémonies à des monuments aux morts grâce au CMJ, donc c'était pas la première fois, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. La relève est là pour transmettre. On peut s'arrêter, M. Siebenschou, il reprendra le relais. Non, mais c'est bien. Alors, parmi toutes les étapes qu'il y avait dans votre voyage, vous avez eu aussi, tous les quatre, la chance de rencontrer le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. C'est une étape, bien sûr, très particulière dans votre voyage, peut-être la plus forte psychologiquement. Vous nous le direz tout à l'heure. On va regarder d'abord le reportage. Visite du village d'Oradour-sur-Glane, le temps fort de ce voyage mémoriel. Fait exceptionnel, le maire de la commune joue les guides. D'ordinaire, le village se visite dans le silence. Après la guerre, le général de Gaulle décide de tout laisser en état. Seules quelques plaques ont été apposées. L'émotion est perceptible. Je sens de la tristesse aussi parce que j'ai de la famille qui est décédée là-bas. Du coup, pour moi, c'est un honneur et tout de venir ici. Des Mosellans, expulsés de Charlie, et des Alsaciens vont trouver la mort ce 10 juin 1944, en plus des Radunaux. Au total, 642 victimes. Le jour n'a pas été choisi par hasard. Ce 10 juin est jour d'école, de vaccination et de distribution de tabac. Le village ne laisse pas beaucoup d'ouverture.
Des collaborateurs ont renseigné la division SS. Objectif, faire un maximum de victimes. 6 personnes en réchappent, comme le raconte Robert Ebras, dernier survivant du massacre. Il y a une détonation dans le village et c'est le signal de la fusillade. C'est difficile à vous expliquer ce qui se passe, on tombe les uns sur les autres. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. Pourquoi mon meilleur ami est mort à mes côtés, je ne sais pas. Le centre de la mémoire d'Oradour ouvre en 1999. 50 000 jeunes l'ont déjà visité, mais tous n'ont pas rencontré Robert Ebras. Son témoignage rend la cruauté des nazis encore plus insupportable. J'ai réalisé un détail inconnu jusqu'à ce moment pour moi. C'était le fait que les soldats allemands ont essayé d'éliminer l'existence humaine des corps pour éviter une identification. Après les avoir massacrés, ils les ont brûlés. Seulement 52 dépouilles ont pu être identifiées. L'association de Carsten finance des sépultures allemandes. Sa participation au voyage est hautement symbolique. L'amitié franco-allemande est un des combats de Robert Ebras. J'ai été invité par l'ex-chancelier Willy Brandt à une conférence de la paix à Nuremberg. Délivrer un message de paix à la jeunesse, objectif atteint pour l'octogénaire. Les 48 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne n'en perdent pas une miette. Ils se comportent de manière exemplaire. Vous me permettrez, messieurs, dames, dès lors de m'adresser à nos élèves, à mes élèves. Je suis fier de vous. Notamment lorsqu'ils animent la cérémonie commémorative. Ce qui est émouvant, c'est leur écoute, le recueillement, l'attention de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. On les sent très, très attentifs aux leçons qui sont données, mais également à ce qu'ils peuvent apprendre et ce qui va leur apporter justement cette assise d'être des jeunes adultes éclairés et responsables. Et je ne sais pas quel sera le retour sur un certain nombre d'élèves. Il y en a qui vont très vite passer à autre chose, probablement, c'est normal quand on est ado, et d'autres chez qui cette idée va rester et qui, pour quelques-uns, auront envie de revenir sur ces lieux-là. 44 familles mosellanes ont été massacrées à Oradour-sur-Glane. Si la Seconde Guerre mondiale fait partie du programme scolaire, ces élèves étaient tous volontaires pour effectuer ce voyage. De quoi présager un intérêt futur pour l'histoire locale. C'est un pèlerinage de visiter les ruines du village martyr. On sent l'émotion particulièrement forte au cours de la visite à Oradour. Je pense que de toute façon, l'ensemble du voyage a été très fort pour vous. Ça sera le mot de la fin du coup, mais j'aimerais bien que chacun d'entre vous me dise ce qui l'a le plus marqué au cours de ce voyage, parce que c'était finalement peut-être pas Oradour, ou peut-être des choses, des rapports avec des gens, je ne sais pas. Sébastien Marchal, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'accueil qu'on a reçu à Chasseneuil de la municipalité et de toutes les personnes qui gravitaient autour de ce projet, parce que c'était vraiment très chaleureux. Et la deuxième chose, je l'ai souligné, on l'a vu dans le reportage, l'attitude des élèves. Et je leur ai dit, oui, avec beaucoup d'émotion, que j'étais fier d'eux, et c'est vrai, parce que j'ai encore eu un courrier du maire de Chasseneuil qui m'a beaucoup touché au retour de ce voyage, donc directement à l'école, en me disant combien il avait été impressionné par le respect et l'attitude de nos élèves. Donc voilà, donc c'est vraiment deux choses qui m'ont marqué, en plus bien sûr des lieux de mémoire. Mais en tant que chef d'établissement, c'est l'attitude de nos élèves qui m'a vraiment marqué. Loïc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Alors, ce qui m'a quand même le plus marqué, c'était Oradour, parce que c'est une histoire que je connaissais pas avant d'y être allé. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'horrible, ce que les nazis ont pu faire là-bas. Voilà. Arnaud Chipy. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'ensemble du projet, mais aussi le fait que l'on ait été accompagné du début à la fin, que ce soit par les pouvoirs publics, que ce soit par
les commerçants de Sarreguemines, que tout le monde ait rendu possible ce projet, puisque si on n'avait pas été, on va dire, financé, on n'aurait pas pu arriver au bout du chemin. C'est le nerf de la guerre, c'est ça. Et puis aussi un nouveau partenariat naissant avec mon chef d'établissement. Voilà. Et qu'il soit venu avec nous. D'accord, sa fille est avec nous, d'accord, on est OK, voilà. Il a peut-être craint pour sa fille, il s'est dit, voilà, je ne laisse pas partir avec. Voilà. Non, mais objectivement, voilà, qu'on travaille au travail de mémoire avec M. Marchal, c'était aussi important pour moi, comme avec Mme Müller-Becker d'ailleurs, voilà, qui nous a accompagnés pendant tout le séjour. Et pour vous, Hubert Siebenschou, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage? Enfin, je dirais il y a 2 points. Le premier point, c'est que nous avons commencé ce voyage, à étudier ce voyage, c'était en septembre de l'année dernière. Et donc, il a fallu faire toute la paperasserie, et ça, c'était excessivement dur, en attendant les réponses, en ne sachant pas vraiment où on va aller. Je dirais, dans ce domaine, je dirais une chose, le fait d'être accompagné par Madame la vice-présidente du conseil régional Grand Est, ça nous a ouvert quelques portes. Ça nous a ouvert la porte, je dirais, à la mairie d'Oradour, ça nous a ouvert la porte à la mairie d'Angoulême. Ça, c'était, pour nous, c'était aussi un petit peu primordial. Le deuxième point, c'est Oradour. Vous savez, j'ai été déporté, j'avais 1 an et demi. Et puis, Oradour, avec les témoignages, tout ça, ça m'a vraiment foutu à coup. Mais enfin, j'ai quand même pu visiter Oradour grâce aux jeunes, parce que j'avais des problèmes de marche, des problèmes de cheville. C'est les jeunes qui ont poussé le fauteuil roulant à travers le village d'Oradour. C'était pas facile, c'était pas facile. Bon, pour le reste, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Disons, Reichenmann, c'était un des objectifs pour... C'est aussi une demande de la mairie aussi, puisque M. Reichenmann a séjourné, était Sarregueminois à une époque aussi. Tout à fait. Et donc, c'était un des objectifs. Et puis, Reichenmann, c'était un des objectifs sur Angoulême. L'objectif sur Chasseneuil, c'était effectivement la résistance, le 8 mai. Et puis, Oradour, bon, ça, c'est autre chose. Je préfère... C'est dur à raconter, on sent l'émotion. Je préfère ne pas en parler. Mais merci beaucoup à tous les 4 d'être venus témoigner en direct dans ce dossier aujourd'hui sur Mosaïque. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.